Michael Gregorio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien, chanteur et imitateur. Et même, selon le journal Le Figaro, le Mozart de l'imitation. J'imagine que vous avez eu du mal à franchir la porte d'entrée. Complètement. Ce soir. Merci en tout cas. Et vous serez à Bercy le 16 décembre pour un spectacle plein de surprises. Et la salle Pleyel au mois de mars prochain, les 9, 17 et 31. Mais l'actualité du jour, et avant Bercy vendredi, c'est que vous avez 10 ans. Exactement, j'ai 10 ans. D'âge mental ou de Il y a un peu carrière? de tout. J'ai toujours été un peu un sale gosse sur scène, en tout cas, un peu moins dans la vie quand même. Mais c'est pas vraiment 10 ans de carrière, c'est vraiment... c'est les 10 ans depuis le Café de la Danse. Ça fait 10 ans que les gens font cette démarche complètement folle de payer leur place pour venir me voir. Ça vous semble toujours insensé? Complètement. Alors parfois, effectivement, il y a des... j'ai l'impression que c'est normal, alors qu'en fait, pas du tout. Quand j'enchaîne les dates comme ça avec l'équipe, on dit ce soir c'est complet, c'est bien, mais comme ça devient presque normal, alors qu'en fait pas du tout. Alors qu'on se pose de temps en temps, puis on se remémore le Café de la Danse en 2006 par exemple. Vous n'imitez qu'en chantant, vous n'imitez pas en parlant. Ça peut arriver des voix parlées, mais c'est assez rare. Je me suis rendu compte que je pouvais m'en passer quand j'ai débuté, et je faisais ça assez naturellement, donc voilà, j'ai mis les voix de parler de côté. Et vous adorez l'opéra, Michael Gregorio, ce qui est quand même assez notable. Mais j'aime la musique, et c'est vrai que j'aime la musique classique, j'aime l'opéra, mais j'aime aussi le rock, la musique un peu plus indé, la variété, la chanson française, le rap aussi. Et j'écoute vraiment des choses extrêmement différentes. Et sur 68 voix que vous imitez, il y a des chanteurs d'opéra. Il y a Maria Callas, Pavarotti, ou à la manière d'eux. À la manière d'eux, c'est plus des imitations de genre. C'est plus j'imite les chanteurs d'opéra. Ce sont pas forcément incarnés. Parfois, effectivement, il y a des gens qui me disent ça ressemble un peu au timbre de Pavarotti, mais j'en suis réellement à des années-lumière. C'est flatteur, parce que c'est très flatteur, mais j'en suis à des années-lumière, et surtout, j'ai pas du tout cette technique-là. Moi, c'est du bricolage. J'essaye c'est toujours, mais c'est pas la même chose. Si j'avais la voix de Pavarotti, j'aurais peut-être fait une autre carrière. Et vous pourriez avoir la voix de Montserrat Caballé? Je pense pas, je manque de bas, je crois. Dans ma voix de tête, je manque un peu de bas. Vous avez choisi Tosca. On entend toujours Maria Callas, ça change. Ça change, exactement. Très bonne idée, je connaissais pas du tout cette version, c'est magnifique. En fait, j'écoute tout le temps Non, je dis juste, c'est Montserrat Caballé dans le Vicidarte, du Tosca de Puccini. De Puccini, exactement. Mais j'écoute tout le temps Tosca avant de monter sur scène. Ah bon? Ouais. Ça me charge en fait. J'écoute pas que ça, j'écoute des choses très très différentes, mais effectivement, j'aime bien écouter Tosca avant de monter sur scène. Deux titres de Tosca d'ailleurs. Je crois que je vous en ai donné un autre. L'air du ténor. Exactement. Et au troisième acte. Et oui, bien sûr. Par qui? C'est celui de Pavarotti que j'écoute. Voilà. Alors, je ne sais pas si l'embonpoint a quelque chose à voir avec la voix. C'est vrai que souvent, c'est pas sympa pour Montserrat. Montserrat, si tu nous écoutes. Mais c'est vrai que à contrario, ça fait pas un embonpoint fait pas forcément un bon chanteur. Pierre Ménès ne chante pas d'opéra, Guy Carlier non plus, donc voilà. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que vous avez un petit gabarit, c'est pas, et vous avez une voix stupéfiante. Merci beaucoup. Mais il y a aussi des chanteurs d'opéra qui sont assez fins. Je pense à Patricia Petitbon. Oui, mais d'arriver dans les graves, parce que vous arrivez quand même. Quand vous faites des voix black, vous arrivez quand même à faire quelque chose d'assez impressionnant. Après, j'ai pas une très grande tessiture. C'est vrai que je joue beaucoup sur le... Combien à peu près? Sur le son. 2 octaves, et demi? Peut-être un chouïa plus si on compte la voix de tête. Peut-être 3 et quelques notes en plus. C'est quand même beaucoup. Mais oui, mais des gens comme Michael Jackson ou Aretha Franklin ont des
monte à 4 assez facilement. Donc j'ai pas non plus une grande tessiture, mais je joue beaucoup sur la matière, sur les harmoniques, sur toutes ces choses-là. Donc avec la même note, je vais lui donner un peu l'illusion de sonner un petit peu plus grave. Je crois que c'est ça qui fait qui fait l'illusion et qui fait un peu la différence. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Michael Gregorio? Est-ce que c'est justement des voix qui vous sont très étrangères, comme les voix comme ça, comme Billie Holiday ou Louis Armstrong, ou des voix très aiguës? Ça dépend de plein de choses. Parfois, c'est très loin de ma tessiture, et puis finalement, avec la voix de tête, j'arrive à attraper des choses, ou avec la voix mixte, c'est-à-dire que je vais mélanger et la voix de tête et la voix de poitrine un petit peu. Et parfois, c'est très proche de ma voix, mais j'accroche rien. Voilà. Après, c'est vrai que le travail vocal, c'est quelque chose qui est assez, quand on voit de l'extérieur, c'est quelque chose d'assez évident. Il y a le travail corporel, il y a l'écriture. J'ai travaillé là parmi les nouveautés une espèce de morphing vocal, musical et corporel qui partait de l'univers de Jacques Brel à celui de Stromae. Et du coup, j'ai travaillé avec sa chorégraphe, avec Marion Motin. Et c'était super intéressant parce que l'idée c'était pas de copier, c'était pas d'essayer de singer, parce que physiquement je suis tellement loin des deux personnages que c'était plus de retrouver. Et quand je travaille une voix, c'est ça, c'est retrouver des émotions, retrouver des sons. Ça peut être à travers la caricature ou à travers plutôt un degré qui est plus proche de l'hommage. Donc il y a des choses assez différentes, c'est vraiment au cas par cas. Est-ce qu'il faut aimer ou admirer les personnes que l'on imite? Ça peut aider, mais c'est pas nécessaire. Ah oui. C'est vrai que dans le spectacle, il y a des gens qui sont très différents. Il y a des gens que j'aime énormément, comme Jacques Brel, comme Billie Holiday, comme Ray Charles, comme les Clash, comme AC/DC, comme Nirvana. Et puis il y a des artistes, voilà. Même si j'ai du respect, c'est pas forcément ce que j'écoute comme ça à première vue. C'est pas ce que je vais écouter. Mais j'ai toujours du respect pour la démarche de monter sur scène, d'aller défendre quelque chose, même si c'est pas ma came. Il y a une chose que vous avez aussi, Michael Gregorio, qui est quand même la chose en plus, pourquoi aussi les gens viennent vous voir, c'est l'humour. Parce que si c'était qu'un numéro, ce serait sur peut-être... ce serait 2 heures, ce serait difficile à tenir, effectivement. Ouais. Mais il y a une complicité avec le public. Moi, j'adore la scène, c'est vraiment le dénominateur commun à toutes mes passions, que ce soit la musique, la comédie, l'imitation. J'aime ça. Et effectivement, l'humour, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et notamment les décalages. J'adore. Enfin, on est en live. Il y a des musiciens qui sont sur scène. Ce sont les mêmes d'ailleurs depuis 10 ans. Donc on se connaît très bien. Ça permet d'improviser, etc., etc. Et justement, ça permet de jouer avec la musique. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de chansons de rap qui ont été réarrangées à la manière d'un opéra, ou des rencontres, par exemple, Charles Aznavour qui chante du Maître Gims, ou c'est marrant, ça, Piaf qui est remixé par David Guetta, etc., etc. J'adore jouer avec ça, les mélanges, les mariages improbables. C'est quelque chose que j'aime énormément et qui m'amuse beaucoup. En tout cas, il faut avoir une oreille assez extraordinaire. Tout vient de l'oreille, enfin beaucoup. Alors l'oreille, donc le cerveau en fait, parce que effectivement c'est ce qui va analyser les informations. J'imagine que ça passe par là. Je suis pas un spécialiste. J'ai passé une IRM il y a quelques années en Suisse, et des chercheurs qui voulaient s'intéresser au cerveau un petit peu des imitateurs. Et grosso modo, ce qui ressortait, c'était que il y avait des zones qui, avec le temps, j'imagine avec le travail, étaient plus développées, pas développées en termes de place évidemment, mais qui étaient plus actives que d'autres, que chez un patient, entre guillemets, un sujet, comme ils disent, un sujet normal. Voilà. Donc vous êtes plus intelligent que les personnes que vous imitez. Non, mais avec le temps, comme un sportif, voilà, ce sont des zones qui sont plus stimulées que d'autres, et qui du coup sont un petit peu plus actives. Et vous imitez les instruments aussi. Ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive de faire la guitare électrique, effectivement. Et le piano, non? Ah, le piano, c'est trop compliqué. Il faudrait faire déjà plusieurs notes à la fois. Est-ce qu'il y a des voix qui vous paraissent impossibles à imiter? Oui, enfin, c'est jamais impossible, et c'est jamais possible à la fois. C'est-à-dire que j'ai jamais la voix de quelqu'un d'autre, donc j'essaie toujours de retrouver, et parfois il faut que ça donne l'illusion. Il faut que ça donne un peu l'illusion, et quelquefois l'illusion marche
ne marche pas. Et mais vous en rendez compte, vous avez besoin que quelqu'un vous dise non, là c'est pas vraiment ça. Moi, le problème c'est que si ça ne tenait qu'à moi, il y a peu d'artistes qui seraient validés. Je fais toujours valider par les autres. J'entends tellement ma voix partout que forcément je la connais très bien, que du coup j'ai du mal et j'ai toujours besoin d'un regard extérieur. Finalement, la justesse de l'imitation, ce sont vos oreilles qui la font en fait. Et celle de Laurent Ruquier qui vous produit. Exactement. Et le premier public, ce sont vraiment les techniciens, les musiciens. Laurent évidemment est présent pour la validation des imitations. Et en 10 ans, Michael Gregorio, pas une extinction de voix? Si, ça m'arrive assez régulièrement. Ah bon? Mais j'ai jamais eu à annuler à cause d'une fatigue vocale, mais j'ai eu élongation. Qu'est-ce qu'on fait alors, miel ou cortisone? Repos, et effectivement, malheureusement, ça m'est arrivé quelquefois de prendre un peu de cortisone, mais le moins souvent possible. Jamais une polnarafite, qui est une nouvelle maladie. Oui, le pauvre. On lui fait de bon rétablissement, évidemment. Mais est-ce que vous l'imitez, lui, polnarafite? Dans le spectacle, dans le spectacle justement, je travaille un numéro pour Bercy uniquement qu'avec des choristes, 4 choristes. On va reprendre Qui a tué grand-maman uniquement en vocal. Michael Gregorio, nous serons à Bercy vendredi, là, Absolument. Le 16 décembre, ou sinon, séance de rattrapage à Pleyel au mois de mars, les 9, 17 et 31. Une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour déguster vos petites madeleines. Michael Gregorio, est-ce qu'un artiste peut refuser d'être imité ? Et non. C'est vrai. Il ne peut pas refuser d'être imité. En revanche, il peut refuser que j'utilise éventuellement sa chanson lors d'une captation. Voilà. D'accord. Mais l'imitation, et puis il y a le droit à la parodie en France, donc j'ai le droit. Voilà. Mais pourtant, même les auteurs-compositeurs, eux, ils ont tout intérêt financièrement, j'imagine, à accepter, mais ils pourraient dire non. Certains refusent, absolument. Ah oui? Ouais, ça peut arriver, mais pas sur scène. C'est vraiment uniquement si sur scène on a le droit. En revanche, voilà, si lors d'une éventuelle captation, je suis pas jury, je suis pas avocat, mais je crois qu'il y a une histoire de droit à la parodie quand même. On a le droit d'imiter les gens, heureusement, sinon ce serait compliqué. Et est-ce que Christophe Maé vous a donné un coup de boule ou vous a fait un procès? Non, jamais. Non? Jamais. Il doit être non violent. Non, j'ai eu. Ou avoir beaucoup d'humour, parce que. Ou alors il a beaucoup d'humour, exactement. Parce qu'il est habillé pour l'hiver, quand même. Je conseille aux auditeurs d'aller voir sur YouTube. Ouais, et effectivement. Non, par contre, certains de ces fans, je veux pas faire de généralité, m'ont envoyé des messages. De haine? Assez violent, ouais. Michael Gregorio, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Les Rembrandts, c'est le générique de la série Friends, dont vous êtes fan, Michael Gregorio. Absolument. Fan de la série. Et c'est une chanson qui résonne à mon cœur d'enfant et d'ailleurs je la reprends sur scène lors d'un numéro. Le spectacle s'appelle J'ai 10 ans et du coup je retrouve un peu l'époque de mes 10 ans, donc les années 90, et on ouvre le numéro avec ce générique. Vous avez déjà vécu en colocation comme les acteurs de Friends? Et oui, et alors récemment là mais c'était pas une vraie coloc. J'ai hébergé une amie qui était un peu en galère.
Ah oui. Voilà. Et vous préférez qui? Rachel, Monica, Joey, Chandler ou... Je les aime tous, c'est ce qui fait, ils ont chacun sa personnalité et je crois que je suis un peu plus proche de Chandler. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, l'humour, ce côté complètement décalé que j'aime énormément. Vous avez le temps de voir des séries? Ça m'arrive, là ça fait longtemps que j'ai pas regardé une série et il y a plein de choses que j'ai envie de voir, Narcos, Fargo, Walking Dead aussi, il y a comment ça s'appelle aussi, Stranger Things que j'ai envie de voir. Mais voilà, aujourd'hui il y a plus de séries que j'ai envie de voir que de séries que je vois. Ah si, les films j'en vois aussi de temps en temps. Mais voilà, je crois que la dernière série que j'ai vraiment suivie de près, c'était Les Revenants et Braco. Voilà, et j'ai pas vu la dernière saison de Braco, par exemple. Michael Gregorio, c'est le moment de votre deuxième petite Madeleine musicale. Vous avez toujours 10 ans. La musique de Retour vers le futur qui est signée Alan Silvestri. Et là, le fait de vous avoir juste en face, c'est vrai que vous avez le même air d'adolescent. Que Marty McFly. Oui, ouais. Bah oui, non, alors ça doit être le 3 parce que c'est le côté un peu western. Effectivement, c'est plus les années 80 là pour le coup, mais voilà, c'est le film de ma génération. Je les ai revus il y a pas longtemps. Je prends tout le temps autant de plaisir à les regarder et voilà, et tout dans ce film, et même la VF, la version française. Voilà, j'adore les comédiens. Il y a Richard Darbois, il y a qui double. Comment il s'appelle, Biff Tannen, il y a Luc Hamet qui fait Marty, et Pierre Athé qui est un comédien extraordinaire qui m'a fait le plaisir d'être dans ce spectacle et qui me permet de voyager dans le temps. Voilà, c'est Pierre Athé, c'est le comédien qui double Christopher Lloyd, alias alors ça, c'est le Doc. très très étonnant. Je vais être obligé de cafeter auprès des auditeurs, c'est que vous avez une oreille incroyable pour reconnaître les comédiens de doublage pendant la pub là. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est fou, vous avez. J'adore les voix, donc j'adore ça. Et petit, effectivement, je reconnaissais, je disais à mes parents, mais c'est la voix c'est la même voix que Quintel, c'est la même voix qu'Intel. Ah mais Michel Roux, c'est la voix de voilà, Tony Curtis, etc. Exactement. On parlait de Chandler dans Friends. Je dis mais c'est la même voix que Simba dans Le Roi Lion, et c'est Emmanuel Curtil qui fait qui double Jim Carrey et Chandler. Et à quel moment vous, Michael Gregorio, vous vous êtes découvert une voix? Eh bien, c'était au théâtre. J'avais peut-être 14-15 ans et on faisait des exercices de voix tous ensemble, et je me suis rendu compte que ma voix était véloce, que je pouvais jouer avec elle, que je pouvais la tordre, que je pouvais m'amuser, que je pouvais même me donner une espèce de contenance sur scène. Enfin, je me souviens, on jouait une pièce de Brecht, Grand-père et misère du Troisième Reich, et fallait jouer le rôle d'un chirurgien qui était marié à une femme juive. L'histoire se passe en 33 en Allemagne. Et voilà, j'avais 16 ans, donc j'étais encore plus mince qu'aujourd'hui, et il fallait me donner une espèce de charisme ou de contenance en tout cas. Et naturellement, je me rendais compte que je pouvais vraiment poser ma voix et l'asseoir. Quand on vocalisait aussi tous ensemble, je me rendais compte que que la voix se projetait naturellement et qu'elle était malléable. Voilà. Et ensuite, il a fallu travailler. Ah oui, ça c'est énormément. Voilà, de laryngite en laryngite.
Je lui rentrais dedans quand j'avais 16 ans. C'était voilà, je me suis construit petit à petit une méthode de travail. Au début, je me blessais beaucoup, puis aujourd'hui beaucoup moins forcément. Avec le temps, ma voix a appris à encaisser un petit peu tout ça, mais reste quand même encore aujourd'hui assez fragile, quoi, avec le rythme des tournées. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Par exemple? Bah, c'est vrai qu'il faut éviter de crier, faut éviter les excès, c'est vrai qu'en dehors des spectacles, voilà, j'évite de faire trop de démonstrations vocales et je suis plutôt calme et j'essaye de me reposer. Faut essayer de bien dormir. Alors c'est pas une ascèse non plus, mais faut faire attention, quoi. Faut pas trop sortir dans des ambiances enfumées où il y a beaucoup de bruit, donc va falloir parler fort par-dessus. Et quand on vous demande, tiens, fais-nous Pavarotti, fais-nous Edith Piaf, fais-nous Jacques Brel, allez, oh là là, oh t'as la grosse tête, t'es pas sympa. Ouais, je réponds que ça dépend. Alors mes amis me le demandent jamais, ça évidemment, mais je réponds qu'il faut que j'assure d'abord la scène et c'est le plus important, quoi. Après en dehors des tournées, voilà, ça peut m'arriver, mais ceci dit, je le fais rarement. J'ai pas ça en moi. C'est-à-dire que c'est pas naturel. J'ai pas, je monte pas sur les tables en fin de repas ou dans les bars. J'aime pas me donner en spectacle en dehors du spectacle en lui-même. Et c'est complètement paradoxal, mais je suis assez discret dans la vie. Et alors que sur scène, je me jette dans la foule à la fin de tous les spectacles. Mais voilà, je ne saurais l'expliquer, mais c'est comme ça. Michael Gregorio, voici votre troisième petite Madeleine musicale. Don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. Groupe déjà de légende, hein, Radiohead. Le deuxième album. Radiohead. Ouais. Alors. Moi, j'étais complètement fan. J'écoutais ça en boucle, mais j'ai écouté un peu plus tard parce que je crois que je sais pas, peut-être 94, 93, 92, peut-être un chouïa plus tard celui-là. Creep, c'est 93, je crois. Et en fait, c'est pareil, c'est encore le groupe d'une génération. Je les ai suivis après. Je suis un peu éloigné, puis ensuite je suis revenu. Les derniers albums sont vraiment magnifiques. C'est vraiment pour moi Thom Yorke, qui est le leader du groupe, est vraiment un génie au sens artistique du terme. Ça, c'est la période très, on va dire, c'est ça, c'est le deuxième album, vous avez dit. Après, ils sont partis, ils sont allés explorer d'autres choses, des choses dans l'électro, des choses un petit peu plus pointues. Et voilà, ils tournent jamais en rond. Je sais pas comment ils font. Voilà. Puis beaucoup d'émotions. Quand c'est un super interprète, Thom Yorke. Il a une voix assez particulière, mais quand il chante, je les ai vus en concert plusieurs fois. Et voilà, c'est énormément d'émotions. Chair de poule. Ouais, chair de poule. Vous caressez l'avant-bras. Exactement. Ouais. Ça se voit pas à la radio forcément, ouais. Mais. Et vous l'imitez, lui? C'était le premier que j'ai commencé à imiter des chanteurs, et forcément on commence par imiter ses idoles. Dans ma tête, c'était pas forcément des imitations, c'était que je chantais dans le style ou à la manière de Thom Yorke, Kurt Cobain ou les gens comme Rage Against the Machine. Et voilà, l'une des premières chansons que je me suis amusé à chanter, c'est High and Dry, donc celle qu'on vient d'écouter, ou Creep de Radiohead. Et on avait fait une tournée, on avait terminé en concert le précédent spectacle, on avait fait des salles en mode debout, où les gens étaient debout. Et voilà, là je reprenais Creep de Radiohead sur scène, et peut-être que là à Bercy, il est possible que je le reprenne, mais je suis pas encore certain de ça. Comment faire pour se renouveler, Michael Gregorio? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous angoisse parfois? Est-ce que vous dites
Est-ce que je vais arriver à trouver des Bien nouvelles sûr. choses, Bien sûr, évidemment. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir l'actualité musicale qui renouvelle, mais c'est sûr que là, dans ce spectacle, il y a plus de comédie, donc c'est une évolution douce. Il y a toujours la musique, mais c'est vrai que même s'il y a des nouvelles voix, ça reste de l'imitation chantée. On reste dans cette énergie de spectacle, de concert. J'ai eu la chance de commencer un peu à tourner. J'avais fait un film qui s'appelle Les Fusillés pour France 3, une série pour France 2, Malaterra. J'ai d'autres projets de fiction, projet d'une pièce musicale également. Le renouvellement passe aussi par faire des choses complètement différentes. C'est sûr que si demain j'arrive sur scène et j'annonce un spectacle comme celui-là et puis je me mets à faire de la politique, c'est un peu bizarre. En plus, j'en ai pas forcément envie. Donc, je pense que le renouvellement passe par des choses foncièrement différentes. Ouais. Après, c'est une évolution. Ça fait maintenant donc 10 ans depuis le Café de la Danse. Le spectacle, il ressemble plus du tout à l'énergie, à l'intention des premiers. Qu'est-ce qui a changé? Je trouve il y a ne serait-ce que ma façon d'aborder la scène, elle a énormément évolué. Au début, c'était un peu, excusez-moi d'être là, excusez-moi d'être sur scène. Et puis aujourd'hui, j'aime ce moment. Je monte sur scène avec une énergie qui est extrêmement positive. J'aime parler aux gens, alors qu'au début, je voulais juste imiter et puis faire les chansons. Et puis ces moments de discussion avec le public, c'était parfois un peu douloureux, le mot est un petit peu fort, mais j'étais pas encore extrêmement à l'aise. Aujourd'hui, j'aime vraiment ces moments-là et je les attends. Et puis c'est des moments de liberté, parce que comme je parle avec ma voix, c'est comme s'il y avait un stand-up dans le spectacle. Puis là, les 10 ans, c'est une belle excuse pour être un sale gosse sur scène et dire plein de choses et être encore un peu plus libre. Vous avez choisi Alain Vanzo dans l'air, je crois entendre encore, des pêcheurs de perles de Georges Bizet. Comment avez-vous découvert? La dernière fois que vous étiez venu, vous m'aviez épaté en choisissant du Roussel. Les odes anacréontiques. Voilà. Ouais, c'est mon pianiste qui m'avait fait découvrir ça. Un truc qui est complètement barré et moi j'adore ce truc-là. Il est Étienne Guéraud qui mon pianiste me fait découvrir des trucs toujours un peu incroyables. Ou même il est quand même plus branché dans le jazz. Des titres de Bill Evans que je connaissais pas, etc. C'est génial aussi d'être accompagné comme ça avec d'autres artistes qui ont un autre univers et qui vous amènent vers des rencontres que vous ne connaissez pas. Moi, je viens plutôt de la pop, du rock, donc le jazz et la musique classique. Je suis assez vierge. J'ai pas une grande culture de jazz et classique. Et là, Vanzo. Et là, Vanzo, c'est Michel Blanc, il y a pas longtemps, qui m'a fait découvrir. Je ne connaissais absolument pas ce chanteur. Je connaissais vaguement le thème. Je connais pas du tout l'opéra. Je l'ai jamais vu. Mais je trouve que cette interprétation est juste extraordinaire de nuances et de beauté. Ah, cette voix, quel trouble agitait tout mon être. Quel fol espoir, comment ai-je cru reconnaître. Alors là, c'est le récitatif. Oui, c'est lui, mais c'est le récitatif. Et notre Lulu national va nous trouver le moment où la mélodie commence dans Je crois entendre encore, avec ce timbre suave et toutes les couleurs de la voix d'Alain Vanzo, qui est probablement la chose qu'il a réussi le mieux. Enfin, c'est un très grand ténor, hein, entre Georges Thill et Roberto Alagna. C'est vraiment, c'est le point de jonction. Et voici comme il aborde Je crois entendre encore de Georges Bizet. Je crois entendre encore, caché sous les palmiers, sa voix tendre et sonore comme un chant de ragné.
C'est Alain Vanzo qui interprète Je crois entendre encore des pêcheurs de perles de Georges Bizet, et c'est une perle aussi. Ah oui. Cet air par Alain Vanzo. Pour chanter l'opéra, il vaut mieux avoir un nom qui finit par O, A ou I. Michael Gregorio, ça tombe bien. Vous êtes né à Mulhouse, pourtant, Michael, et donc vous avez des ascendances méditerranéennes. D'origine espagnole. Ouais, mon père est né à Madrid et il est venu en France très 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 jeune. Voilà. Mais j'ai voilà. Et du côté de ma mère, il y a aussi du sangre espagnol. Mm-hmm. Et il y a un peu de tout. Voilà. Parce que du côté de ma mère, il y a aussi des origines peut-être un peu allemandes aussi, un peu de tout. Ouais. Donc ils chantent, ils aiment la musique classique, ils chantent un peu, non? Non, pas tellement, non, pas tellement. C'était plutôt, c'était caché dans vos racines. Pas tellement. C'était plutôt des artistes comme Elton John, Michel Berger, etc., qu'on pouvait écouter à la maison. Mais la musique classique est présente au quotidien, donc à la télévision, dans les films, etc., etc. Donc on est Ils sont doués, eux, pour chanter, vos parents, non? Je crois pas. Je les ai jamais entendus chanter. Mon père est militaire et ma mère s'est occupée de mes sœurs et moi. Non, on n'est pas une famille. Au départ, on n'est pas une famille d'artistes. Mais il y a forcément quelque chose. Forcément. Il y a forcément quelque chose d'héréditaire. C'est évident. Il faut chercher. Je crois que mon arrière-grand-père était musicien. Et chantait. Voilà, ça peut venir. Voilà. Michael Gregorio, c'est le moment d'une petite pause de publicité. Nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. L'ami. Michael Gregorio, vous avez pris des cours de musique, de chant? De chant, j'ai pris quelques cours de chant en 2007 pour mettre un peu de technique sur le bricolage. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que je fais, puisque le chant faut chanter sans contrainte, et moi je fais exactement l'inverse. Je lui ajoute de la contrainte pour lui donner de l'effet. Je parle de la voix évidemment, mais ça m'a permis quand même de comprendre certaines choses et de me
me poser un peu plus vocalement. Je me suis moins blessé depuis grâce au cours de chant. Vous aimeriez chanter à l'opéra, par exemple un duo avec Patricia Petitbon? J'adorerais, mais j'ai pas ce talent-là. Dans un cadre un peu particulier pour une émission ou comme ça pour le plaisir, mais il faudrait pas que ce soit vendu comme je suis pas un chanteur lyrique. Je fais semblant de l'être, mais dans les personnages que j'incarne, je suis plus un comédien ou un illusionniste qu'un chanteur d'opéra. Si vous deviez chanter comme ça, faire un truc à la télévision avec un chanteur d'opéra, vous choisiriez qui? Ceux qui veulent. Ceux qui veulent bien. Mais non, mais il y en a plein. Moi, je suis toujours fasciné. On est toujours attiré parce qu'on ne sait pas faire. Donc, je suis fasciné quand je vois un artiste. Vous parliez de Patricia Petitbon ou Béatrice Furia-Monzon qui, voilà, je suis incapable de faire ce qu'ils font. Philippe Jarouski, c'est pareil. J'en suis bien incapable. Donc voilà, peu importe, ce sera avec un immense plaisir, mais ça pourra pas être du premier degré. Il faudrait que ce soit quelque chose de décalé. Et si on appelait Marcelo Alvarez? Avec plaisir. Ah oui, vous êtes transporté même physiquement, Michael Gregorio, par cet air. J'adore cet air, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment un fantasme de chanteur, cette chanson. C'est extraordinaire. C'est une chanson, vous avez raison, c'est complètement, enfin, il y a un côté variété chez Puccini. Puccini, c'est le Michael Jackson de la musique classique. Non, mais c'est des tubes, c'est extraordinaire. Évidemment, c'est inchantable pour moi, mais la note finale quand même. Ah non, pas comme ça. Non, non. Ah bah comme ça, mais avec un micro, vous pourriez donner. Même avec. Non, mais non. Pas aussi longtemps, pas avec autant de puissance, en baissant, en changeant de tonalité peut-être, mais bon. Il y aurait toujours un moment où dans le bas, ce serait peut-être pas très heureux, ce serait très bas. Non. J'avais tenté, je l'ai déjà essayé. On avait dû descendre peut-être d'un ton, un truc comme ça, mais franchement, c'était pas très heureux. Ouais. Et les textes, comment vous les travaillez, Michael Gregorio? Ça dépend. Il y a beaucoup d'humeur, donc il y a pas mal d'impro. J'improvise avec Arnaud Lemort qui est mon co-auteur, et puis on note un petit peu ce qui ressort. Après, quand on a une histoire à raconter, voilà, on se prend un petit peu plus la tête pour essayer d'écrire quelque chose de cohérent. Et puis voilà, il y a aussi des détournements de paroles aussi parfois. Et là, c'est plutôt Laurent Ruquier qui s'y colle. Il y a un numéro où voilà, c'est une espèce de karaoké géant où on a pris des chansons et on les a détournées du sens premier et on fait chanter les gens ces détournements, et là c'est écrit par Laurent Ruquier. Et vous arrivez à décrocher ou vous pensez toujours à la scène, à ce que vous faites? Oui, je décroche, mais c'est toujours là. Parce que voilà, quand je vais au spectacle, quand je vais au concert, je suis pas forcément en train de me dire je vais me servir de ça pour le spectacle, mais forcément ça me charge, ça me travaille, ça m'inspire. Quand je vais voir les artistes sur scène, même si c'est complètement éloigné de ce que je fais, c'est toujours très inspirant. Donc ce métier, c'est un métier qui vous suit 100% du temps, même si on n'y pense pas. Et vous aviez choisi, on va entendre un très court extrait du Carnaval des animaux, Aquarium. Ah, j'adore. De Camille Saint-Saëns. Vous êtes né sous le signe des poissons? Eh non, des Gémeaux, mais il paraît que ça a changé. Alors, il paraît que je suis Taureau maintenant. Ah bon? Voilà. Ouais. Comment ça? C'est la NASA apparemment qui a décidé ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On en parlera à Françoise Hardy, bien qu'on recevra début janvier dans Passion Classique. Merci Michael Gregorio, avec vous d'être venu ce soir dans Passion Classique.